Au soir du 28 octobre 1962, le général de Gaulle, président de la République française depuis 1958, avait tout lieu d'être satisfait puisque le référendum qu'il avait décidé, qu'il avait initié pour instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel, ce référendum avait recueilli plus de 62% des suffrages. Ce qui a permis au général de Gaulle, remerciant les électeurs français, vous avez scellé la condamnation du régime désastreux des partis. Le général de Gaulle ne pouvait pas imaginer un instant que la Constitution qu'il a fait adopter par les Français, la Constitution de la Ve République, puis ce référendum instaurant l'élection du président de la République au suffrage universel, allait produire des effets contraires à sa vision du vivre ensemble, à sa pensée concernant la gestion d'une nation à travers un État. Le régime des partis, qui a dominé immédiatement après la fin de la guerre, sous la 4e République, a montré ses limites, a montré à quel point, lorsque un pays se laisse phagocyter, dominé par des entités partisanes, ce pays perd en fait son identité, car ça n'est plus le citoyen en tant qu'individu responsable qui prend l'initiative. Ce sont des groupes, souvent des groupes factieux, qui ne travaillent pas pour le bien de la communauté française, mais qui travaillent, des groupes qui travaillent pour leurs intérêts propres. Tout le monde connaît les critiques, la méfiance du général de Gaulle par rapport à ces entités politiques que sont les partis politiques censés, et c'est inscrit dans la Constitution, censés animer la démocratie, censés faire vivre la démocratie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire démocratie, le pouvoir aux mains du peuple. Or, au fil du temps, la gangrène politicienne, politicarde, a repris le dessus, a modifié non seulement la Constitution elle-même, qui a subi de nombreuses modifications, mais également a perverti l'idée même que se faisait le général de Gaulle du vivre ensemble. Nous sommes revenus à ce régime des partis, en particulier avec quelques-uns de ces partis qui pourtant n'ont pas un glorieux passé si on va plus loin dans la recherche historique, si l'on examine le comportement de ces partis, notamment, et c'est souvent, je fais souvent référence à cette période, notamment au moment de l'occupation nazie en France entre 1940 et 1945, qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui a scellé une collaboration zélée avec les nazis, avec bien sûr le soutien affirmé d'un Laval et d'autres, qui, un 10 juillet 1940, a conféré les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour mener cette politique collaborationniste avec ce régime nazi qu'on ne décrit pas, qu'on ne décrit plus, que l'on connaît. Une très grande partie de ces gens qui se disaient des socialistes, à l'exception de quelques-uns, à l'exception par exemple d'une figure, Léon Blum, mais d'autres, beaucoup d'autres, ont participé à la collaboration avec les nazis. Je ne citerai que cette période, mais il y a bien d'autres périodes où les socialistes, en particulier ceux-là, parce qu'ils sont au devant de la scène actuellement, pas pour de bonnes raisons,
pour leur vil comportement vis-à-vis des Français et de leurs électeurs en particulier. La trahison à laquelle nous avons assisté hier, 16 janvier, trahison des socialistes qui pensent sauver Macron pour de lamentables intérêts matériels, pour peut-être, dans l'idée de certains, sauver ce qui reste de cette organisation qui est en miettes depuis des décennies. Ce parti socialiste, peu glorieux, a en effet trahi ses alliés du nouveau Front populaire. Il retombe dans ces travers que l'on connaît bien, en tout cas que tous les observateurs, comme moi, connaissent depuis 40 ans. Ce sont de faux humanistes, ce sont de faux défenseurs des gens les plus défavorisés. Ce ne sont que des enfumeurs, ce n'est que l'apparence. Ce sont la plupart des gens qui sont issus de classes protégées. Oui, il faut dire les choses. Beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens qui appartiennent à des professions dites intellectuelles, des bobos, des bien-pensants, mais qui n'ont rien à voir avec la souffrance du peuple, avec la souffrance du prolétariat, avec la souffrance du peuple qui est aux prises avec un faux allié qui s'appelle Macron. Un faux que nous supportons depuis 7 ans. Un bail immensément long qui devient absolument insupportable. Vous m'avez souvent entendu dire que je suis un abstentionniste, bien sûr, absolument. Et je ne me laisse pas déstabiliser, intimider par, vous savez, ces jugements, ces mises en cause, ces appréciations des uns et des autres prompts à jeter l'opprobre sur vous parce que vous n'êtes pas conforme, vous n'êtes pas dans la ligne décidée par qui? Dès lors que ces partis politiques ont pris pour habitude de trahir leurs engagements, quel intérêt y a-t-il à continuer à leur faire confiance, à voter pour leurs représentants, quelle que soit l'élection, qu'il s'agisse d'une élection municipale, locale, qu'il s'agisse d'une élection législative, qu'il s'agisse d'une élection régionale, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle. Ce sont des gens dont la propension à mentir, à trahir, est établie, est avérée depuis des décennies. Nous avons eu la démonstration flagrante hier, 16 janvier, où le Parti socialiste, qui a pris des engagements à partir du mois de mai-juin 2024 à l'occasion des élections législatives anticipées provoquées par la dissolution voulue par Macron, engagement pris de relancer une idée généreuse, belle a priori, d'une union de la gauche, reprenant la formulation de 1936, l'actualisant, baptisant ce nouveau élan de gauche, le nouveau Front populaire, suscitant de très forts espoirs chez les classes populaires, et même au-delà, parce que beaucoup de gens, y compris des gens plus favorisés, ont bien conscience qu'il se produit à la tête de l'État un événement qui est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'un déviant, déboussolé, détraqué est en train de détruire la France dans toutes ses composantes, dans tous ses secteurs, France sociale, France sociétale, France économique, France sanitaire. Tout est détruit, méthodiquement détruit. C'est ce contre quoi nous avait mis en garde le professeur de psychiatrie Segatori dès 2016-2017 et à nouveau en 2022, nous indiquant que Macron est un psychopathe, pervers, narcissique, très dangereux. Nous avons la démonstration
depuis hier. De ce que je dénonce, l'absurdité de s'en remettre à des partis politiques qui fonctionnent comme des entreprises commerciales, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui oublient totalement quelle est leur vocation théorique, c'est-à-dire respecter les engagements d'un programme qu'ils proposent et qui est accepté par les électeurs qui vont déposer un bulletin pour eux dans l'urne, dans les urnes. Il n'y a plus rien de cela, il n'y a plus rien de ce respect. C'est la trahison, c'est cracher à la figure des Français, c'est cracher à la figure des gens de bonne foi qui vous font confiance. Mais le jugement ne s'adresse pas qu'aux socialistes, il s'adresse aussi au Rassemblement national. Ceux qui ont prétendu être les héritiers du général de Gaulle, mais qui ont totalement trahi le général de Gaulle, c'est-à-dire les UMP, les sarkozystes, les Wauquiez, tous ces gens-là. Que font-ils, tous ces gens-là? Ils se servent des partis politiques comme organisation, comme marchepied, pour répondre à leurs ambitions démesurées de conquérir le pouvoir, pour ensuite imposer des mesures qui ne correspondront en rien aux mesures qui les a fait élire. Ce que vient de faire le Parti socialiste est absolument abject. C'est à vomir. J'avais mis en garde qu'ont fait ces gens de la France insoumise. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire renaître de ses cendres une union, la gauche plurielle, sous Jospin, le Front populaire. Mais non, dès lors que vous avez vu la façon dont François Hollande a été élu, le même qui en 2012 tapait son pied sur une estrade, haranguant une salle, ça se passait dans la banlieue parisienne, disant « Je vais faire la guerre à la finance », alors que dans la coulisse, il était en train de passer des accords avec les Rothschild, avec ceci, avec cela. La preuve, c'est que c'est bien lui qui a fait entrer le banquier Rothschild Macron à l'Élysée, et pas à une place de petit administratif gratte-papier de l'Élysée, pas du tout. Secrétaire général de l'Élysée. Le numéro 2, on va dire, de l'Élysée, Macron. C'est lui, Hollande, qui fait entrer le loup dans la bergerie. Mais c'était signé. C'est simple, ce tact le condamnait. Il n'était plus question, et pour moi c'était rédhibitoire, il n'était absolument plus question de s'allier avec ces gens-là qui trahissaient tous les idéaux humanistes portés par cette idée socialiste généreuse, qui s'est effritée complètement. Le socialisme a perdu tout son sens, toute sa saveur. Il n'y a plus rien. Le socialisme, c'est du fascisme. Ce n'est qu'un prétexte pour conquérir le pouvoir. Les lamentables, ces socialistes qui n'apportent rien au peuple français. Et ces gens, qui semblaient des gens rigoureux de la France insoumise, sont tombés dans le piège d'une pseudo-union, en s'associant, en s'alliant au sein du nouveau Front populaire, avec ces socialos traîtres qui étaient bien identifiés par l'ensemble des Français, qui les avaient renvoyés dans leur chaumière, avec leur infligeant aux socialistes des défaites cinglantes successives. Ils n'ont plus aucune crédibilité. Ils n'ont que le verbe. Ce sont des petits intellectualistes comme Le Valls qui se prétendaient socialistes. Nous sommes face à une situation qui devrait, mais c'est difficile parce que la prise de conscience prend du temps, le conditionnement des esprits, la déformation de la pensée est entretenu par des merdias à vomir, dont l'audience chute inexorablement, mais qui continuent à avoir une influence. Chaque soir, à partir de 20h, la petite lucarne, leur journal de merde, qui diffuse de la merde en boîte. Où est le discernement? L'esprit critique, sans parler de ce que j'ai déjà dénoncé 100 fois,
ces smartphones qui lobotomisent, qui créent une génération de décérébrés. Moins vous disposez de mots pour échafauder votre pensée, plus votre pensée sera étriquée. Alors nous vivons effectivement un moment grave, mais un moment nécessaire, qui place la vérité crue en face de tous les gens en France. J'ai souvent parlé d'elle, parce que c'est une visionnaire, c'est une philosophe remarquable de lucidité, d'humanité, qui s'appelle Simone Veil. Rien à voir avec la ministre de la Santé de Giscard d'Estaing, qui a fait passer la loi autorisant l'avortement. C'était en 1975. Non, Simone Veil, une immense philosophe qui est morte à l'âge très jeune, à l'âge de 34 ans. Certains la qualifiaient de anarchiste chrétienne. C'est dit, c'est une humaniste. C'est une femme qui, très tôt, est allée rejoindre le général de Gaulle, qui est entrée dans la résistance, qui manifeste une spiritualité très forte. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de Simone Veil, c'est son regard incisif sur le monde politique. Quelque temps avant sa mort, Simone Veil a rédigé une note sur la suppression générale des partis politiques. Elle avait bien compris, et peut-être a-t-elle influencé la pensée du général de Gaulle à Londres, lorsqu'elle se trouvait à ses côtés. Mais cette note, qui a été publiée à titre posthume le 26 février 1950, et qui a été rédigée fin 1942, que dit-elle? Simone Veil dit ceci d'un parti politique. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. La première fin et, en dernière analyse, l'unique fin de toute parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Et elle prône ce que je prône également, je me range à son analyse, à son jugement, un système où la décision est prise par chacun d'entre nous. D'où le mandat impératif, qui est défendu par un certain nombre, depuis quelques années, depuis 2005. Le mandat impératif, celui à qui on va déléguer, à qui on va confier un pouvoir par délégation, il doit rendre des comptes à qui? À vous-même, et non pas à un parti politique très éloigné, qui vit en autarcie, qui se contrefiche, qui se fout complètement de vous trahir. C'est le cas donc du Parti Socialiste qui vient de trahir les braves gens qui lui faisaient encore confiance, mais c'est le cas, alors c'est flagrant également, du Rassemblement National, qui est aujourd'hui très éloigné des positions très claires et très fermes de son fondateur, feu Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen est peut-être l'héritière, mais pas la digne héritière de la pensée de son père. Je le répète, je ne suis absolument pas un fanatique, loin s'en faut, de l'idéologie, de certaines idées défendues, promues par le Rassemblement National. Sauf que, lorsque la nation est menacée, est en danger, il faut savoir taire ces divisions, il faut oublier ces chapelles et se consacrer à l'union sacrée. C'est bien ce qu'avait compris Jean Moulin, le préfet Jean Moulin, délégué du général de Gaulle, qui avait réussi à unir les différents groupes de résistants entre 1940 et 1945.
Quand je dis je suis un abstentionniste convaincu, voilà les raisons pour lesquelles je suis un abstentionniste convaincu. On n'aime pas être cocufié, on n'aime pas être pris pour un con. Or les socialistes prennent leurs électeurs pour des cons, tout simplement parce que aujourd'hui, y compris des sondeurs qui sont à la botte, des mondialistes à la botte de Macron, les oligarques qui détiennent 90% des médias, sortent des sondages, ils vont tous dans le même sens. Macron, on n'en veut plus, Macron c'est fini, Macron ça va plus. Et en plus il y a cette affaire Brichel qui cristallise maintenant le rejet massif contre ce couple improbable qui ne correspond absolument pas à l'éthique d'un peuple. Donc le Rassemblement national, traître aussi, se comporte de façon totalement indigne. Il trahit 11 millions de personnes qui ont voté pour lui pour une seule et unique raison, virer ce cinglé de Macron. Et il tombe dans quoi? Les jeux politiciens que lui-même dénonçait, que Jean-Marie Le Pen passait son temps à dénoncer. Les jeux politicards qu'on connaissait, qui étaient monnaie courante sous la 4e République. Pauvre Rassemblement national, qui va y perdre pas mal de plumes. Bon, les socialos, ça n'a rien de surprenant, mais c'est beaucoup plus surprenant de la part du Rassemblement national. C'est vrai, il est difficile d'accorder les violons de tout un ensemble d'individus qui composent une nation. Nous sommes tous différents, avec des tempéraments différents, des vécus différents, des origines différentes. C'est vrai. Nous vivons de façon plus ou moins facile notre vie, notre parcours sur le chemin de notre destin. Mais il y a des repères, il y a des constantes dans la vie qui nous renvoient à la spiritualité. Suis-je là pour souffrir? Suis-je là pour qu'on m'impose des souffrances? Pour qu'on m'impose une vie encore plus terrible? N'ai-je pas suffisamment, je parle de tout un chacun, de problèmes dans ma famille, dans mes proches? Certains sont malades, certains n'ont pas de travail, mes enfants ont des difficultés. Et faut-il encore supporter les saloperies macroniennes cautionnées aujourd'hui par des lâches traîtres qui s'appellent les socialos et les Rassemblements nationaux? Je ne parle pas du ventre mou, qui n'a aucune consistance. Ces gens-là, on les connaît, c'est le marais. Ce sont-là, c'est à la limite peut-être les plus terribles. Parce que on ne peut absolument pas leur faire confiance, ce sont des girouettes. Ils sont nés girouettes. Ils vont crever girouettes. Ce sont des planches pourries. Le Modem, tous ces gens-là du centre, ce sont des planches pourries. Ils vont au mieux offrant. La vie, c'est pas ça. La vie, on a besoin de repères solides. Encore une fois, pour avancer de la façon la plus sereine sur le chemin de notre destin. Pour être crédible. Pour être représentatif si on veut jouer un rôle pour la communauté et faire que le vivre ensemble se passe dans la concorde. Mais aujourd'hui, non. L'affaire Brichel mettra un terme à tout ça. Y compris à ce système dévoyé. C'est un système qui était sur mesure, pensé sur mesure, pour un homme qui avait la carrure, qui avait la stature. Mais ses suivants n'avaient pas la carrure, ils n'avaient encore moins la stature d'un général de Gaulle. Voyez un peu le combat mené par le Macron contre la masculinité. Ah, il faut surtout pas qu'il y ait des masculins. Mais attendez, qu'est-ce que c'est ça là? Les masculins, c'est la nature. Trump va faire passer un décret dès qu'il sera investi pour interdire le transgenrisme. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent combattre la nature? Est-ce qu'il est prioritaire d'inscrire dans un programme qu'il faut promouvoir le transgenrisme? J'ai expliqué il y a quelque temps, être tombé sur une enquête qui se passe aux États-Unis. Il y a 130 gamins, des préadolescents, qui dans un premier temps disent « Oh oui, on veut changer de sexe » sous la pression, sous l'influence de déglingués, dégénérés, dépravés, pédophiles. Vous imaginez? Quelque temps après, on reprend les mêmes et on leur dit « Bon alors, on les réinterroge ?»
Combien y en a-t-il qui maintiennent leur position? Il n'en restait plus qu'à peine 10%. Et les autres, oh non, 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 non. D'eux-mêmes, parce que c'est la nature, parce qu'on respecte instinctivement ce que l'on est. Est-ce que l'orientation sexuelle est le critère majeur pour affirmer son identité? Non, tout ça relève de l'intime, de l'intimité. Le respect absolu de la nature, le respect des anciens, le respect des enfants qui sont menacés par des pédophiles. Ceci avec un programme qui est voulu par qui? Par Macron, et qui est imposé dans les écoles. Il y a encore des articles de loi qui n'ont pas été abrogés par le dézingué Macron, qui condamne tout ce qui est complicité de pédophilie. Il y a de nombreuses associations qui peuvent vous conseiller. N'acceptez pas. On ne doit pas intervenir sur le psychisme de petits gosses qui sont en formation. Vous imaginez, à partir de 3 ans. L'affaire Brichel mettra un terme à tout ce désordre, toutes ces tromperies, qu'au moins on puisse réimaginer des règles du vivre ensemble qui mettent au centre de tout l'individu, la personne. Un autre exemple, il n'est plus question que les juges soient exemptés de responsabilité. Quelle est la définition d'un État? Aujourd'hui, l'État est un État contre les Français. Donc ce n'est pas la peine de reproduire ce type d'organisation du vivre ensemble. Au centre, il faut l'individu, la personne qui garde son libre arbitre, dont la voix doit peser, et non pas être diluée à travers de multiples délégations, instances, éloignées, etc. D'où, effectivement, l'absolue nécessité de quitter cette Europe totalement vérolée, gangrenée, qui n'a absolument aucun sens, qui veut complètement dissoudre la France. Quitter, bien sûr, la criminelle Organisation mondiale de la santé, qui va devoir rendre des comptes après cette fausse pandémie, les conséquences désastreuses qui touchent des millions de gens à travers le monde, qui se sont fait injecter du poison. Et bien sûr, ce bras armé des États-Unis qui est l'OTAN. Avons-nous besoin de nous aligner sur un pays qui s'appelle les États-Unis, même si aujourd'hui la tête a changé, mais il y a un État profond? Avons-nous besoin de nous aligner sur ce pays qui, selon ses intérêts, déclenche là un conflit en Afrique, là en Asie, un autre conflit, là, bref. Non. Vous savez, il y avait sous le général de Gaulle une idée qui avait fait son chemin, ce sont les non-alignés. Et de Gaulle voyait d'un bon œil cette façon de penser. Il y avait les non-alignés entre les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc derrière les États-Unis. Aujourd'hui, il y a les BRICS. C'est un peu le même principe. C'est la multipolarité défendue par Poutine. Il faut renforcer nos liens avec la Russie. Nous sommes des amis des Russes. Nous sommes amis des Ukrainiens qui subissent la répression affreuse de néo-nazis dirigés par un Zelensky, avec le soutien financier des anglo-saxons. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Une lueur d'espoir est bienvenue du côté de ceux qui se sont baptisés souverainistes. Et je dois reconnaître que je suis assez sensible à leur thèse, dans la mesure où un pays n'est viable que s'il est souverain. Souverain dans tous les domaines, en particulier lorsque le pays frappe sa propre monnaie. Ces mouvements souverainistes incarnés par des personnes tout à fait honorables, respectables, intéressantes, ces souverainistes malheureusement tombent dans le travers habituel, c'est-à-dire qu'ils sont mus par l'ambition de réussir, ce qui est tout à fait acceptable, normal, mais chacun dans son coin ne peut pas faire grand-chose s'il conserve une dimension groupusculaire. Ça n'est pas le miroir aux alouettes de l'Internet, des réseaux sociaux, qui doit faire croire que vous êtes un grand parti. Nous en avons eu la démonstration avec le parti UPR de François Asselineau, les Patriotes
de Florian Philippot et les Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Confirmer une audience réelle dans les urnes, eh bien, ça n'est pas évident. Et ça n'a pas été évident. Alors, il y a à leur décharge de ces trois partis souverainistes le fait qu'ils sont en but à une marginalisation, une invisibilisation concertée, organisée sur les médias. Or, comme effectivement, vous avez un peuple moutonnier, en tout cas une trop forte majorité de gens qui restent moutonniers, fixés à leur petite lucarne, y compris s'ils ont en face des imbéciles, des crétins qui ne font que répéter la petite leçon qu'on leur a apprise. Bon, même si on peut effectivement comprendre qu'il il n'aurait toujours pas facile de s'adresser à un grand public, il n'empêche, il y a eu des occasions ratées. J'ai observé en 2022 ce qui a pu se passer. 2022, l'élection présidentielle, où, bon, bien sûr, il y a eu le problème des parrainages, je suis bien d'accord avec un Florian Philippot et également avec un François Asselineau, y compris Dupont-Aignan. Je viens d'expliquer en quoi les partis politiques étaient des absurdités. Bon, donc, d'une certaine façon, ma critique s'adresse également à vous, ces partis politiques souverainistes, si vous ne dépassez pas un stade de réflexion qui vous permette de dire, oui, c'est vrai, il ne faut pas qu'on fonctionne comme des partis politiques traditionnels, il faut qu'on ait plus d'imagination. À partir de là, vous commencerez à asseoir un socle de crédibilité. Mais jusque-là, non. Donc voilà ce que j'ai pu déplorer, c'est que effectivement les souverainistes parlent chacun de leur coin, mais ne sont pas arrivés à concrétiser une idée qui est la bonne ou la très très bonne idée, c'est-à-dire souveraineté de la France. On quitte l'Europe, c'est le Frexit, on quitte l'OTAN, on quitte l'OMS, on quitte toutes ces institutions qui sont des institutions au service de la mainmise du mondialisme pour asservir les peuples. Point. Donc voilà, petite pierre dans le jardin de chacun de ces partis. Si vous ne faites pas l'effort de discuter, de mettre vos égos un peu de côté, vos ambitions un peu de côté, vous ne parviendrez à rien. Une autre force va émerger, quelque chose d'autre va émerger. Pourtant, à titre personnel, je trouve que cette idée de souveraineté est la bonne idée. Moi, à un moment donné, je l'associais à l'idée d'humanisme défendue par la France Insoumise. Vous voyez, je disais même aux gens de la France Insoumise, plutôt que de vous allier avec des socialo-traites, rapprochez-vous des souverainistes. Mais là, bien sûr, les dogmatiques, les intellectualistes étouffent la voix des gens de la sagesse et de la raison pour s'engager à nouveau sur le terrain du combat, hostilité, stérile, des invectives à l'endroit de celui-là. Bon, voilà. Alors, donc tout ça est particulièrement stérile. Donc, affaire Brichel, cette affaire va connaître des développements assez rapides, j'espère dès le 20 janvier, mais en tout cas, il y a une interview de Candace Owens qui est programmée le 30 janvier et où là, effectivement, le retentissement, qui est déjà un retentissement mondial, va prendre une nouvelle ampleur. La pression va être de plus en plus forte sur le couple Thénardier, les Thénardier, nouveaux Thénardier, c'est-à-dire Macron et celui ou celle qui prétend être le ou la compagne ou compagnon, on ne sait pas, on verra bien. Voilà, bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être et portez-vous bien.